Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Il est 23 heures passées de 35 minutes et vous êtes bien sur votre chaîne Canal 2. Alors ce soir, nous allons ouvrir l'édition sur le système scolaire. Donc je suis accompagnée comme d'habitude du professeur Enmaniet Lipot qui est le concepteur de cette émission et je vais l'inviter à nous en dire un peu plus par rapport au thème de ce soir. Bonsoir professeur. Bonsoir. Nous allons parler de la sorcellerie importée, le système religieux, le système scolaire et la politique. Tout ça, c'est dans un registre. Ces registres, on le baptise ce soir la sorcellerie importée. D'accord. Je crois que nous aurons le temps de comprendre la raison pour laquelle le registre a été baptisé la sorcellerie importée. Bien entendu, c'est au cours de cette édition. Et nous allons passer 1h30 avec vous. C'est votre chronique, la réflexion. Et bien sûr, vos messages via les numéros qui vont s'afficher sur le bas de votre petit écran. Avec la permission de la technique, nous allons commencer à vous donner les réponses aux messages que nous avons eus la semaine passée. Et après cela, nous allons entrer dans le vif du sujet. On se retrouve juste après. Alors, comme message, nous avons comment fait quand... Non. Bon, on va faire courir parce que c'est tellement de mots. Il y a quoi après la mort? C'est-à-dire la vie après la mort, c'est laquelle? Alors, il y a la vie après la mort après la vie. Oui. C'est aussi simple que ça. Donc, dans la mort, il y a la vie. Dans la vie, il y a la mort. Nous avons expliqué qu'il y a plusieurs étapes dans la vie même où l'homme meurt plusieurs fois. Parce qu'un bébé n'est pas un enfant. Un enfant n'est pas un adolescent n'est pas un adulte n'est pas un vieillard. Tout à fait. Donc il y a eu des morts successives. Donc dans la vie, il y a la mort. Sauf qu'il y a la mort qui met fin complètement à la perceptibilité de l'être avec qui on est souvent ou avec qui était votre bébé, votre père, votre mère ou quoi. C'est à partir de là que ça devient douloureux. Mais lorsque les différentes étapes de la mort frappent l'être humain au cours de son vécu, on dit simplement qu'il a grandi, qu'il est devenu adulte et qu'il est vieilli. Mais on ne dit pas qu'il est mort. Qu'il est mort. Alors qu'il est mort. Puisque le bébé que tu es aujourd'hui, moins de 7 ans, alors 20 ans après, on trouve quelqu'un qui rase la barbe, il ne faut pas raconter les histoires, ce n'est pas la même personne. Mais comme la personne intérieure, c'est de ça qu'il est question, donc la personne a grandi. D'accord. Alors, on a Madame Figuet qui voudrait savoir si Jésus est le résultat d'une réincarnation. Autant pour Bien sûr, Jésus a été Zoroastre dans la Perse ancienne, ce qu'ignorent les chrétiens. Et il réincarne Jésus. Si jamais c'est de Jésus dont il prie, qu'il est question, c'est que dans mes souvenirs ou mes souvenances, c'est bien lui qui était Zoroastre. Voilà. D'accord. Parce qu'il faut que les gens apprennent à se cultiver, qu'ils cessent de dire des choses qu'on leur a dit. À l'école, tout ce qu'on nous a fait gober, c'est ce qui est valable. À l'église, tout ce qu'on a entendu, c'est ce que nous répétons. Et la médecine, on vient avec une nouvelle maladie, un nouveau mensonge. Il faut mentir n'importe comment pour faire un commerce humanitaire qui ne dit pas son nom dans le mensonge et la mesquinerie. C'est ce que nous rapportons au public nous-mêmes. On dit, mais le sida est telle chose. On ne dit pas, le médecin a dit que, ou bien on a dit que non. C'est nous-mêmes qui disons que tu ne sais pas que le sida tue. Bon, donc alors qu'on cesse d'être comme ça, vraiment, c'est ridicule pour nous les Noirs. Parce que nulle part, dans aucun pays du monde, ça se passe comme ça, venant d'ailleurs. Toutes ces choses nous viennent d'ailleurs. D'accord. Alors, on a un message depuis Créby. Peut-on se souvenir de notre incarnation passée?
Si au cours d'une vie, vous entreprenez des études initiatiques dans les écoles du mystère, de la métaphysique et tout, vous arriverez à savoir d'où vous venez. Moi, je sais, avant d'arriver au Cameroun, à travers le ventre de ma mère, d'où je sortais. Bon, donc, j'ai eu à le palper en retournant dans ces pays, en allant dans le quartier où je vivais. Voilà. D'accord. On a un jeune qui malheureusement n'a pas signé le message, mais qui vient du Noun et qui fait un SOS parce qu'il dit avoir repris le probatoire. Il fait le probatoire pour la 4e fois et il voudrait savoir ce qui ne va pas dans sa vie. Il doit faire une étude d'orientation d'abord pour voir s'il est bon pour l'école, d'une part. Et s'il est bon pour l'école, qu'on sache alors par voie de la voyance s'il a des blocages occultes. Ou alors il se passe qu'il est un peu, comment on peut dire ça, il a la frousse de l'examen. Parce qu'il y a les gens, il est bien fort à l'école, mais à l'examen, il ne peut pas réussir parce que chaque fois qu'il a l'examen, quand il regarde le tableau ou bien la feuille de l'épreuve, il ne voit que les lignes. Bon, soit il a dormi dans les cahiers, même à la veille de l'examen, ça arrive. D'accord. Alors, Joël voudrait savoir si la réincarnation nous donne de renaître, pourquoi certaines femmes ne donnent pas la vie? Est-ce une décision de l'univers? Ben oui. Il y a des femmes qui ne donnent pas la vie parce qu'elles sont punies. Au cours de leur incarnation passée, elles ont dû faire des choses contre les bébés ou elle était une mère qui avortait des femmes, des filles et tout. Et elle a privé la joie aux gens à cette période-là d'avoir des enfants parce que les choses se sont passées comme ça, les enfants pleuraient et deux fois quand elle dort dans la nuit, elle rêve comment les enfants viennent à l'accabler avec les pleurs et tout, comme pour lui dire arrête de faire ce que tu fais là. Et finalement, elle-même elle fait les enfants, mais quand elle naît au cours d'une vie future, elle ne fera donc pas d'enfants et elle aura à perdre elle ira de mariage en mariage et elle va perdre ainsi le fait d'être mariée simplement pour être punie de ce qu'elle a fait au cours d'une vie antérieure. Il y a plusieurs raisons à cela, ce n'est pas la seule raison en fait. Bon, on peut aussi ne pas procréer parce qu'on a trop hormoné son organisme avec une alimentation purement artificielle. On mange que des produits de l'usine, on mange des hamburgers, on mange des boîtes de conserve, on prend du lait, on prend les yaourts, on prend les tops, les sucreries, et tout cela, ça c'est l'ossature de la nourriture. Si on voit la jeune fille là au feu, c'est qu'elle est en train de faire les spaghettis, c'est qu'elle est en train de frire les pommes ou bien les plantains pour manger avec les œufs non fécondés, les œufs que le coq n'a pas touché la poule, hein, les œufs faits à base de produits. Ou si on la voit en train de faire la cuisine, c'est des poules du moins les poulets qui n'ont pas fait 6 mois qu'on les vend déjà. C'est ce genre d'aliments et on se focalise déjà dedans et beaucoup de gens en attrapent des cancers, d'autres des fibromes, d'autres des kystes ovariennes et tout, des maladies destinées aux vieilles personnes qui en fait n'ont pas pu procréer toujours à cause d'une attitude. Parce que si une personne a passé son temps à avorter ou si une personne a passé son temps à utiliser des préservatifs et tout, l'environnement vaginal, je parlais surtout des femmes, a besoin du contact tel que Dieu a créé. Alors, donc c'est ça qui nettoie l'intérieur du vagin de la femme. Alors, lorsqu'on met en déphasage complètement cet environnement, des vibrations qui sont d'ordre électromagnétique qui viennent de l'homme et qui se mettent en consonance ou en synchronisation avec les vibrations de la femme, allez, paf, tout se met en désordre. Là, vous pouvez ne pas procréer après un certain temps. C'est-à-dire, si une jeune fille, à partir de 14 ans, sachant qu'avec les présos, elle ne prendra jamais de grossesse, et qu'elle commence, elle se met en activité sexuelle, jusqu'à 30 quelque chose d'années, elle peut ne plus procréer de sa vie. D'abord, le lubrifiant, les liquides huileux, l'huile qui tapisse le préso, souvent c'est des huiles ovacides et tout,
qui ne disent pas leurs mots. Comme le noir, tout ce que fait le blanc est bon. Moi, je trouve très mal comment nous, on pouvait faire des préservatifs et les blancs utilisaient ça, sans analyser et sans se demander que c'est même quoi. Mais comme c'est eux qui nous ont formaté les cerveaux, soi-disant, qui nous ont enseigné dans leur école, donc toutes les choses sont bien. Voilà. D'accord. Alors, on a M. Philippe qui voudrait savoir si la mort brutale d'un proche peut-elle entraîner des conséquences graves pour la famille et bien sûr, comment se préparer à une bonne mort? Alors, la mort brutale d'un proche peut, comme ça ne peut pas. Ça peut entraîner des conséquences quand quelqu'un il avait un peu de richesse et il avait dans sa famille des personnes qui avaient besoin de s'approprier de cette richesse et qui n'a pas eu le temps d'ordonner l'après-lui. Hein, c'est comme un État où un chef de l'État il se fout de l'après-lui. C'est la même chose dans un environnement familial où vous vous foutez de l'après-vous, alors que vous avez des enfants, parfois de diverses femmes. Alors, votre mort brutale est un problème. Et souvent, certaines personnes, quand on commence à leur parler de la mort, comme quoi il faut mettre de l'ordre, ils voient tout simplement qu'on veut la tuer. Oui, ça le précipiter à la mort. Alors, il devient hargneux. Au jour d'aujourd'hui, on ne dit plus les choses avec la bouche, comme on dit souvent. Ce n'est pas question de fonctionner sur la base verbale. Tu peux faire un testament, tu le déposes chez le notaire si tu as les moyens, et sans dire mot, et avoir un témoin qui va permettre à ce que le notaire aussi ne noie pas les testaments dans ses cahiers et ses documents, et en faire de tes biens, c'est bien. Parce qu'au Cameroun, par exemple, tout est possible. Bon, alors les gens n'ont même pas du recul vis-à-vis de la mémoire d'un mort. Donc on s'est dit que bon, on ne va plus sortir, donc on s'en fout. Alors donc, il faut toujours penser à la mort à tout moment. Quel que soit le moment, on peut mourir. Voilà, mais seuls des gens d'un certain niveau, d'une certaine évolution métaphysique, spirituelle, c'est pas moi, cosmique et tout, ou mystique, sont à même de prévoir la période de leur mort. Et là, ils prennent tout leur temps de faire ce qu'il faut faire pour que l'après-lui ne soit pas catastrophique. Alors, Eric, depuis Yaoundé, voulait savoir quel est le destin d'un homme qui développe son serpent kundalinique. Je crois que c'est... Alors là, c'est une étude que nous allons aborder quand on va parler de la circulation de l'énergie. Parce qu'il y a deux sortes de circulation dans le corps humain. Il y a la circulation sanguine et il y a la circulation énergique ou énergétique, c'est pas moi quoi, c'est-à-dire l'énergie fluidique, la circulation des fluides énergétiques. Bon, ça fait deux canaux qui s'entrelacent et qui se croisent et qui finissent par définir l'homme dans ces deux dimensions principales, et la dimension physique et la dimension psychique, ou alors la dimension matérielle. Alors donc, je crois que développer son Kundalini, ça veut dire développer ses chakras en fait. Et il faut les faire dans les conditions qui sont telles que les choses aillent du premier chakra au 7e chakra sans toutefois fléchir. Parce qu'il y a des gens, ils développent 2-3 chakras, ça s'arrête là. Lorsque vous développez les 2 premiers chakras, vous devenez adultérin, ou bien comment on peut dire ça, c'est-à-dire vous devenez un dépravé. Quelqu'un qui boit de l'alcool, cherche les femmes et tout. Et puis vous avez les jolis mots pour pouvoir draguer les femmes, si vous êtes un homme, et vous avez les jolies manières pour pouvoir prendre comme une proie des hommes. Voilà, parce que vous n'avez pas pu faire un développement qui vous spiritualise à fond. Alors, Giovanni, depuis Yaoundé, voudrait savoir où va son âme, où va l'âme après la mort, et aussi pourquoi on parle d'esprit errant. Alors, l'âme après la mort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être humain que nous sommes
après que nous ne sommes plus dans la carcasse qui est le corps. Alors, où est-ce que nous allons, nous montons. Bon, et il n'y a pas que l'homme, même les animaux, quand ils meurent, leur esprit monte. Ça ne reste pas dans le sol où le sang a coulé. Parce que même si l'homme, même au cours de l'accident, la manifestation sera la même. Si au cours d'un accident, votre tête est coupée, vous allez juguler, et de la même manière, vous allez vibrer, comme quand on fait avec la poule, le coq, la chèvre et tous les autres animaux. Alors donc, notre sang va couler sur le sol. Tu ne vas pas voir une fumée s'élever et puis qu'il n'y a pas de trace au niveau du sol. Alors donc, on est par essence au même niveau, même si nous ne sommes pas au même diapason. Voilà. D'accord. Donc, la toute dernière question. Comment pouvez-vous expliquer si quelqu'un avant avait un certain pouvoir, sachant tout sur les gens, ou du lendemain, c'est-à-dire des prémonitions, je crois que c'est ce qu'il voulait dire, à sa petite enfance. À l'âge adulte, il perd ce pouvoir. Comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène? Est-ce normal? C'est normal, parce qu'il y a des enfants qui naissent pour réguler le fonctionnement de la famille, les hommes qu'ils rencontrent, mais malheureusement, parfois, le terrain n'est pas fait pour ce genre d'enfants. Des fois, c'est les parents eux-mêmes qui les amènent chez les praticiens pour fermer leur troisième œil en disant, ou bien leur sixième sens en disant que l'enfant là est sorcier. Bon, d'aucuns vont même plus loin jusqu'à amener l'enfant en bordure de grandes rivières ou bien d'un fleuve, comme pour dire qu'il va devenir un serpent. Oui. Alors donc, il est venu avec une mission et cette mission était déterminante. Malheureusement, l'accueil n'a pas été détaillé. C'est ce qui fait mourir certains enfants dès leur naissance, c'est-à-dire que dès qu'ils voient la tête de l'homme qui est son père et de la femme qui est sa mère, il dit bien que, bon, écoute, moi j'ai une semaine à regarder encore. Au bout d'une semaine ou avant même une semaine, le bébé part. Et on ne comprend pas trop pourquoi il est mort. Les médecins commencent à parler des décès infantiles, comme quoi c'est le manque de performance médicale, parce qu'il faut qu'ils fassent leur publicité pour avoir les gombos. Bon, puisque le blanc fait tout pour montrer que c'est lui qui améliore tout sur la terre, Dieu ne sert à rien. Ah, c'est ça. D'accord. Bon, nous allons clôturer ainsi cette première partie des questions et en même temps, nous clôturons ainsi la phase mort et réincarnation. Parce que si vous l'aviez constaté, toutes les questions, toutes les réponses que nous avons apportées ce soir, ces questions étaient centrées essentiellement sur la réincarnation et la mort. Nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet, la sorcellerie, vous avez dit? Oui, la sorcellerie importée. Ah voilà, la sorcellerie importée. Je vous propose d'écouter la chronique et nous nous retrouvons juste après. La mystique de l'ésotérisme, la sorcellerie importée, religion, système scolaire et politique. Le franc jeu est ce qui met l'homme à l'abri des problèmes dont certaines personnes considèrent de faux et pourtant justes pour d'autres. Une attitude qui permet de déceler ce qu'est la sorcellerie locale et la sorcellerie importée. Un genre de sorcellerie et qui passe par la religion, nous l'avons vu lors du décryptage des sociétés secrètes européennes des années 1685 et plus, probablement piloté par le pape Innocent XI qui aurait béni le code noir. Aussi, le système scolaire colonial, tout étant administré par une politique néocoloniale organisée de telle sorte que seule la minorité doit avoir le droit de gérer la majorité de la population sous l'égide d'un label bancal, la démocratie. Parce que nous sommes tous d'essence cosmique et égaux devant la force divine qui gère le cosmos, l'univers, il revient à chacun de trouver des réponses à ces multiples points d'interrogation de la vie. Pourquoi sommes-nous ici-bas? D'où venons-nous et où allons-nous après la transition, la mort?
Les questions et phénomènes cosmiques nous concernent donc tous, de la naissance à la mort. Chacun doit personnellement trouver des réponses à toutes ces questions. Une telle réponse doit venir de son fort intérieur, ce qui lui permettra de trouver l'essence de son existence et par ricochet parvenir à la connaissance de ce que cache celle-ci. Autrement dit, c'est à partir d'une telle attitude que nous serons à même de savoir que nous sommes depuis lors embarqués dans un train dont la seule chose que nous sommes censés connaître de notre voyage serait plus ou moins la gare de départ. Comme pour dire que nous croyons connaître les qui sont nos parents, ou alors nos origines terrestres, au travers des témoignages qui viennent d'eux-mêmes et ou des personnes qui les connaissent et qui disent avoir été là lors de notre naissance. Nous voyons à cela notre point de départ dans la vie. Bien sûr que non. Ils ont été présents à un événement, mais en aucune fois ils ne doivent prétendre savoir d'où nous sommes venus et pourquoi sommes-nous là, à moins qu'ils ne soient des initiés. Car nos yeux ne voient jamais tout ce qui est perceptible, moins encore ce qui ne l'est pas. Ceci étant, chacun de nous doit savoir qu'un tel témoignage ne saurait être la parole d'évangile qui donne droit de tout savoir sur le départ de la vie d'un individu donné du point de vue de son existence. Si nous restons dans la logique de connaître nos origines au travers de nos parents, nos géniteurs, cela risque d'être qu'une simple supercherie. C'est ce qui tue en nous le besoin de nous connaître ou de connaître nos origines véritables. Cela vis-à-vis de la vie. En règle générale, même la connaissance de nos sources généalogiques n'est qu'un tout petit aspect de nos origines. Il est à cet effet normal dans une telle investigation d'y aller avec fermeté, puisqu'il faut tenir compte de tous les aspects de la vie, tant classique que mystique. La finalité étant de savoir que notre existence dépend étroitement du phénomène vie. Il s'avère que l'évidence voudrait que l'existence de chacun de nous ne soit autre chose qu'une essence parcellaire de la vie. C'est un aspect extrêmement important qui nous permet de savoir l'intérêt d'aller au tréfonds de notre questionnement mystique. Pourquoi sommes-nous ici là? Et qu'avons-nous comme mission à accomplir en ce moment précis de notre existence, jusqu'à savoir où serons-nous après la mort. C'est ce qui va nous permettre de connaître notre train quotidien et de bénéficier au mieux tout ce que la vie nous offre de positif, au-delà de tout clivage de formatage de nos cerveaux, tant dans le domaine religieux, scolaire que politique. Car nous devons nous doter d'un dispositif personnel qui doit nous permettre de mieux mener notre existence pour bien accomplir notre mission terrestre. Alors, nous sommes de retour sur votre plateau du Monde Inconnu, professeur. La sorcellerie importée, religion, système scolaire et politique. Pourquoi sorcellerie importée? Parce qu'il y a la sorcellerie primitive, la sorcellerie secondaire et la sorcellerie tertiaire. Alors, si nous sommes dans le cadre de la sorcellerie secondaire et tertiaire, la sorcellerie primitive, c'est la sorcellerie des villages, des indigènes, que ce soit des indigènes de l'Amérique, du Nord, du Sud, de l'Europe, parce qu'il y a les indigènes partout. Bon, alors, que ce soit ceux d'Afrique, la sorcellerie villageoise, entre guillemets, reste la même. Bon, maintenant, partie de cette dimension de la basse sorcellerie qui est basée sur la haine, arrive une dimension de la sorcellerie de l'exploitation de l'homme par l'homme, la sorcellerie par impérialisme. C'est là où naît le code noir dont on parlait là, les sociétés secrètes et tout. C'est des pratiques de la sorcellerie. Et ces pratiques de la sorcellerie sont véhiculées d'une part par les religions, d'autre part par le système scolaire et finalement
boiffé par une hégémonie politique qui est mondiale, qu'on a baptisé de nos jours, du moins depuis un certain temps, la démocratie. Qui peut aujourd'hui dire que tel président, le président des États-Unis, la Russie a fait. Il est devenu président, ce monsieur-là. Comme pour dire que le vote était bien organisé tellement, on l'a désorganisé avec quelqu'un d'un autre pays. En Afrique, un président, ne fût-ce qu'un président français, vient dire que je ne gère pas l'Afrique, mais par derrière tire les ficelles en disant c'est tel qui devient président, sinon, allez, on va faire un coup d'État. On en a fait plus de 30 combien de coups d'État depuis 1950, 1960 aux Africains qui n'étaient des indésirables de la France. Bon. Et là, on parlait toujours de la démocratie. Et on devient dictateur quand ceux-là ne sont pas d'accord avec toi. Tu deviens dictateur. Mais quand ils sont d'accord avec toi, tu n'es pas dictateur. Alors, le système scolaire permet à ce que la personne récite les cours, donc rester dans l'hégémonie de ce qu'on veut que sa pensée soit, de ce qu'on veut qu'il soit, de ce monsieur-là qui ne doit pas réfléchir. Parce que lorsque tu récites les cours, tu dois être intelligent, mais tu ne dois pas réfléchir. Parce que si tu commences à réfléchir, tu vas chercher la raison de ce cours-là, ou du système scolaire. Et ça va devenir un problème que, quand on dit 1 plus 1 égale 2, c'est 10 points pour avoir l'examen. Toi, tu seras là pour réfléchir que, attends, mais si je mélange le vin et l'eau, j'aurai 2 liquides. Non, j'aurai un liquide. Pendant que toi, tu es en train de réfléchir, tes 10 sur 10 sont partis, tu as perdu le diplôme. Et celui qui n'a pas réfléchi a eu son diplôme et il restait diplômé sans réfléchir toute sa vie. C'est ce qui fait que l'Afrique ne se développe pas, parce que nous sommes les diplômés qui ne réfléchissent pas. Parce qu'on ne nous apprend pas à réfléchir. Et ça, c'est une sorcellerie à ciel ouvert. Voilà, c'est pourquoi on parlait de la sorcellerie importée dans cette émission et dans cette édition d'aujourd'hui. D'accord. Alors, professeur, quand vous parlez du système scolaire, et vous liez la sorcellerie importée au système scolaire. Actuellement, le système scolaire que nous avons au Cameroun, donc si je vous comprends bien, il s'agit d'un système scolaire de la sorcellerie, quoi. Mais suivez mon regard. À partir du moment où on ne permet pas aux gens de raisonner, à partir du moment où... Parce qu'il y a dans le système scolaire le côté éducatif. Moi, j'entends quand... Il y a deux fois, j'entends que tel est ministre de l'Éducation. J'y ris seulement. Parce que qui dit éducation dit aspect initiatique. Bon, comment les gens qui éduquent les gens eux-mêmes ne sont pas éduqués? Comment ça peut se passer? Parce que nous, métaphysiquement, ça ne comprend pas. Quand la colonisation entre en Afrique, on dit nous sommes en mission civilisatrice. Mais les barbares, les gens qui tuent les gens pour prendre le sol et le sous-sol, peuvent civiliser les gens comment? Parce qu'il faut avoir une base de civilisé. En fait, il faut avoir quelque chose dans la caisse pour pouvoir dire que tu vas donner quelque chose à quelqu'un, par exemple de l'argent. Il faut que toi-même tu aies de l'argent dans tes poches pour donner de l'argent à quelqu'un. Il n'y a que la banque qui peut donner de l'argent aux gens par simple écriture, en faisant ce qu'on appelle le virement. Donc, vous venez, on écrit, et on vous dit, prenez ce papier, allez attendre dans l'autre banque où vous avez votre compte, vous aurez de l'argent. Bon, quitte à ce que la banque qui vous fait ces virements n'ait rien, les deux banques vont s'entendre pour voir comment toi tu auras de l'argent. Mais une personne qui n'a rien dans la caisse ne peut rien donner à quelqu'un. Les barbares qui sont des esclaves, qui étaient les esclavagistes, qui sont devenus des colons, civiliseraient qui? Voilà ce que nous sommes devenus en Afrique. Ils nous ont civilisés, d'accord. Ils étaient en mission civilisatrice jusqu'au moment où on les a pris la main dans le sac en disant vous ne civilisez pas ces gens-là, allez, foutez le camp, vous les colonisez. Et là, la colonisation est venue après l'indépendance comme
un outil de néocolonisation. Alors, maintenant, le système scolaire consistait dès le départ de parler la langue du colon, parce que lui, il veut décentraliser son commerce. Et le système scolaire qui était donc cela a permis que les premières personnes qui avaient le CEP, d'ailleurs qui savaient seulement transmettre le bavardage du blanc comme interprète aux noirs, qui étaient leurs frères, avaient un poste de travail et tous les honneurs du monde. Bon, parce que la colonisation a stigmatisé les noirs, l'Église est venue rendre le blanc le frère de Dieu, surtout l'Église chrétienne, puisque c'est Jésus le blanc qui est à la croix. Et moi, quand j'étais tout petit, je regardais Jésus, je regardais le blanc, je disais, hey, c'est les gens du ciel. Jusqu'au moment où j'arrive à comprendre que c'est des êtres mortels. Mais longtemps, le petit nègre que j'étais, et mes parents me trimballant là, et les prêtres tapant sur les vieilles personnes plus âgées qu'eux. Parce qu'une femme est mal assise, et à l'époque, je ne vous dis pas comment étaient les robes. On descend du piédestal de l'hôtel, où on est là-bas, pour venir gifler une vieille femme, elle tombe. Alors tout cela, ça scandalisait les esprits. Tout ça, c'est des manipulations qui avaient tout, sauf Dieu. Merci, oui, la sorcellerie. Alors, mais, professeur, avant, parce qu'on parle de sorcellerie importée, ça veut dire que cette sorcellerie est venue s'implanter dans un environnement. Bon, avant donc l'implantation de cette sorcellerie, comment se passait, je vais dire, la scolarisation, si on peut le dire ainsi. Bref, la transmission, parce que du moment où on retient que la scolarisation, c'est une forme de transmission des connaissances, fût-elle initiatique ou alors livresque. Comment ça se passait avant l'arrivée, je vais dire quoi, de ces sorciers? Bon, d'abord, avant l'arrivée des Blancs, il n'y avait pas l'enfant de la rue. Chaque enfant avait son père et avait sa mère. Bon, ça veut dire que la connaissance se transmettait par paliers. La première phase de la connaissance passait du père, de la mère à l'enfant, la première phase. Et cette phase-là, on y reviendra parce qu'on va interroger des gens qui sont plus proches de ça. Alors, cette phase permettait à ce que l'enfant, sous le regard de son père, mais soit encadré par sa mère. Alors, le plus souvent, même dans nos sociétés d'aujourd'hui, c'est à partir du moment où tu commences à amener l'enfant à l'école que l'enfant va manquer de respect à sa mère. Oui, parce que, par exemple, un enfant va dire le tête. Sa mère dit, oh, mais comment, qu'est-ce que tu dis comme ça? Ou bien c'est sa mère qui dit la tête. L'enfant lui reprend que la maîtresse a dit qu'on ne dit pas la tête, on dit le tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec l'avènement de la colonisation, une certaine école est venue déchoucher l'être humain de son milieu éducatif de base pour un milieu éducatif de formatage des cerveaux qui se fait prévaloir comme un milieu éducatif, disons, classique, moderne. Alors que non. Parce que l'enfant qui reconnaît le pouvoir parental à partir de sa maman finira par être le produit sociétal, c'est-à-dire nécessaire pour l'environnement dans lequel il naît. Un enfant qui part à l'école, qui apprend à insulter, qui lit des choses qui sont inadéquates par rapport à la base culturo-spirituelle, c'est un enfant qui est un danger pour la société. Là, je m'explique. Je donne un exemple terre à terre. Si vous avez une jeune fille, un petit enfant, une petite fille qui a moins de 4 ans, qui a moins de 2 ans, commence à faire des caprices. Et tellement il crie, ou un petit garçon qui, quand tout petit, 2 ans, 1 an, commence à asseoir son pouvoir sur la maman et sur son père. Tombe à terre, se roule, et on le flatte, on le cajole,
On lui dit qu'est-ce qu'il veut. Il dit du chocolat. On court vite acheter. Et si on n'achète pas le type de chocolat qui est aussi gros que possible, qui n'arrive même pas à porter, il retombe à terre, roulant, dit va aller chercher le... C'est quoi tu as acheté comme ça? Aller chercher le bon Aller chocolat. chercher le bon chocolat, c'est qu'il juge que c'est bon. Alors, cet enfant qu'on cajole, qui est éduqué à la façon dont le père et la mère pensent que c'est leur œuf là-bas. En grandissant, ses besoins vont se multiplier au fur et à mesure, si bien qu'à un certain âge, on ne peut plus satisfaire ses besoins. Et qui va satisfaire ses besoins maintenant? C'est l'homme de la rue. Si c'est une femme, elle va se mettre au poteau. Quand elle va pour l'activité sexuelle, elle a le couteau. Quand elle est dans la chambre avec l'homme, elle lui pointe le couteau, elle prend son porte-monnaie, allez, elle gagne le dehors. La nuisance qu'elle est en train de causer dans la société provient de la mauvaise éducation des bases. Et ce n'est pas l'école du blanc, telle qu'instituée en Afrique, qui peut amener à ce qu'on ait une bonne éducation de base. Et l'éducation de base était donc dans le cadre de la famille. On n'avait pas besoin de la craie, du tableau noir. Parce que l'éducation n'est pas seulement le modèle des autres. L'éducation devrait être communautaire, c'est-à-dire chaque groupe d'individus a le cerveau, a la manière de se conduire, chacun a peur de mourir, chacun doit sait craindre Dieu. Léopold II nous l'a dit, que les Blancs ne nous ont pas appris à savoir que Dieu existait. Bon, donc, on devrait, au jour d'aujourd'hui, chaque État devrait savoir par communauté comment éduquer les gens, tel que ça se passe en Allemagne, où l'éducation est fédéralisée. Alors, vous pouvez vous retrouver dans un même pays, mais c'est comme la médecine. Il y a la médecine communautaire, il y a la médecine traditionnelle, et il y a la médecine officielle. Les gens soignent les gens selon ce qui se passe depuis la nuit des temps par les ancêtres. Lorsqu'on leur enlève ça, ils tombent dans la magouille, la corruption hospitalière, l'arnaque et tout, et on a une société en perdition. Alors, mais professeur, est-ce que vous pensez que il n'est pas actuellement, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas possibilité, je vais dire comment, d'avoir un esprit ouvert de telle sorte qu'on puisse trouver la plus-value du système scolaire qu'on a actuellement dans l'édification d'un être humain? Alors, le système scolaire qu'on a actuellement a tout absorbé. Qu'est-ce qu'on va trouver dedans quand ça a tout? Parce que le problème, c'est de mettre... Parce qu'il y a des gens qui pensent que nous défendons une cause perdue. Ou alors nous défendons une cause nostalgique. C'est-à-dire que nous sommes rétrogrades. Nous ne voyons pas que le monde a changé. Mais attends, Dieu n'a pas changé. Ne nous dites pas que Dieu a la barbe blanche aujourd'hui parce qu'il est trop vieilli et que hier il avait c'est pas moi, une barbe, c'est pas jaune, noir ou quoi, ça dépend de sa couleur de peau pour ceux qui l'ont vu et qui nous le décrivent. Bon, alors, le problème c'est d'abord avoir la possibilité de faire un constat du fait qu'on ne fait même rien pour dire qu'il faut déjà faire à ce qu'on prenne là-bas, on mélange ici. Qu'est-ce qu'on a pour prendre où et mélanger par rapport à quoi? Mais on n'a rien. C'est comme si on n'existait pas. C'est comme si on a commencé à exister dès que la colonisation est venue. Alors là, il y a un problème. Là, il y a un problème des livrets scolaires qui peut être un livret où c'est l'homosexualité qu'on veut faire prévaloir. Et on amène les histoires du sexe comme si le sexe ne doit plus être tabou. Comme si le sexe était un problème tabou. L'enfant, dès qu'il naît, il met le doigt dans la bouche. Le petit garçon, la petite fille en grandissant sait qu'il a le sexe. Tout à fait. On n'a pas besoin de lui parler d'une chose qu'il sait. On n'enfonce pas une porte ouverte. On va avec le fait que on lui parlait du sexe maintenant du côté maladie peut-être, donc du côté prophylaxique et dans le sens de ne pas flirter avec la grossièreté.
Parce que le mot grossièreté, c'est le mot que l'Église est venue avec, donc la colonisation est venue avec. L'homme noir a toujours parlé du sexe à son enfant. Moi, tout petit, on me disait du mot vrai en ma langue, bassa, lave le pénis. Avec mon père. Que j'entende parler de ce mot de mes parents, c'est lorsque mon père me lavait. Nous, on le connaissait entre nous, les enfants, sans que les parents nous en parlent. Et à l'école primaire, on écrivait sur la route que le sexe de l'homme et le sexe de la femme se frappent. Et le sexe de la femme se met à crier. On écrit ça sur la route et on nous reprend, on nous fouette. Quand on mène l'enquête pour savoir qui a écrit ça. Et là, on écrivait en bassa. Parce que l'école primaire, à l'époque, tu connaissais d'abord écrire ta langue les premières années de l'école avant de commencer à écrire le français, par exemple. Donc, les enfants écrivaient des choses. On n'a pas besoin de dire des choses aux enfants qu'ils connaissent déjà. D'accord. Mais professeur, tout à l'heure, vous aviez dit que quand vous étiez à l'école primaire, il était impératif de connaître d'abord sa langue avant d'apprendre la langue étrangère. Donc, ça veut dire qu'à une époque, on avait compris qu'il fallait d'abord faire connaître la culture, la langue maternelle de l'enfant. Mais comment maintenant on va expliquer, parce qu'actuellement, déjà dans les familles, on ne parle pas de nos langues. On ne parle pas de nos langues, encore moins dans les écoles. Il est vrai que depuis peut-être 2 ans, il y a un certain programme qui voudrait, mais ce n'est pas tout à fait ça. Alors, on va expliquer ce déphasage comment? L'école la plus répandue en Afrique était l'école catholique. Les prêtres blancs avaient besoin de parler les langues locales. Hein? Donc, ça leur permettait en même temps d'apprendre eux-mêmes à parler ces langues, en ouvrant ces cadres d'éducation de base qui passaient par la langue maternelle. Bon, alors cette façon-là a cessé à partir du moment où ces écoles-là commençaient à devenir de moins en moins nombreuses au profit de l'école publique. À partir de là, l'école publique aussi ne s'intéressant pas trop aux problèmes de langue, s'intéressant au programme scolaire qui avait été réformé, le français était devenu quelque chose qu'il fallait apprendre à l'enfant à la maison pour qu'il puisse comprendre ce qu'on lui dit à l'école. Et là, tout le monde s'est mis dans la logique de parler de moins en moins les langues maternelles aux enfants parce que ça risque de les freiner dans leur éducation scolaire. Voilà ce qui s'est passé. Parce que là, moi, je dis des choses à mon petit niveau de ce que j'ai vécu. Voilà. Parce qu'il y a l'historien qui, lui, il a lu les livres, et l'autre qui fait l'histoire comme s'il rapportait seulement. L'histoire participative. Voilà, du moins, il rapporte ce qu'il a vu. Témoin oculaire, en quelque sorte. Un témoin oculaire, bien sûr. D'accord. Alors, mais professeur, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est encore possible, ou alors il est possible de se retrouver, ou alors de reformer le système de telle sorte que l'enfant puisse connaître sa culture et qu'il y ait, je vais dire, une éducation à proprement parler? Bon, alors, s'il faut parler politique, Oumiobe avait bien voulu qu'il y ait une langue. Quand il parlait aux Nations Unies, il avait bien expliqué qu'il y aura une langue nationale, mais les langues que nous avons maintenant vont servir de base pour démarrer l'indépendance. Alors, ça a traîné. Il y avait un programme d'une langue nationale au Cameroun. Comme le Sénégal en a une langue, comme la République démocratique et tout, il y a des langues africaines. Et là, nous sommes carrément en déphasage avec nous-mêmes parce que la langue véhicule la culture. Tout à fait. Lorsque vous avez une langue de quelqu'un, lorsque vous parlez, il dit vous n'avez pas l'accent, hein, vous ne parlez pas bien. Alors que quand lui-même il parlait, ses frères ne rient pas. Pourtant, il ne parle pas bien. Bon, et d'aucuns, en France, il y a plusieurs langues. La langue française est la langue officielle. Beaucoup de gens ne le savent pas.
Mais quand les Bretons parlaient, Ah, tout à ils ont fait. leur accent. Leur accent. Ça n'amuse pas les autres Français. Ils savent même que ça, c'est la pure race des Français. Bon, par contre, si un Noir parlait avec un accent, quand le Bassa dit IPC, mais on rit. Bon, alors que, ou il dit UPC, ou il dit UPC. Parce que lui, il n'a pas le U, il a le OU. Alors, le U n'existant pas, il va exister le I. Donc, où il dit UPC, bon là, il ne dit pas ce qu'il entend dire aussi. Il dit sa chose. Il doit donc dire IPC, hein, qui murmure dans la salle. Parce que sinon, on va dire qui murmure dans la salle. Hein? Il y a des langues comme le Bamléké, il va dire Lolang. Hein, Lolang. Lolang, pourquoi? Parce que le R est un problème. Mais ce n'est pas parce qu'il n'était pas à l'école qu'il dit Lolang. Justement, c'est parce qu'il est vraiment camerounais et africain qu'il dit Lolang. Parce qu'il se reconnaît comme tel. Bon, à vouloir bien parler, à bien s'exprimer et tout, on perd en quelque sorte une certaine forme d'identité qu'on a en soi parce qu'on veut plaire aux autres. Bon, par contre, nous, dans la communication, lorsque tu parles à la télé, à la radio, d'autres gens peuvent ne plus suivre tes émissions parce que toqués du fait qu'ils sont trop francisés. Ils disent, celui-là, quand il est à la télé, il parlait le mauvais français, merde. Il doit parler le bon français parce que le français, lui, il parlait le bon Bassa, le bon Oundo, le bon Bamléké. Alors, professeur, vous aviez fait tout à l'heure allusion au système scolaire allemand qui, bien entendu, donne la possibilité aux communautés, c'est-à-dire ce sont les communautés qui gèrent en quelque sorte les contenus de ce système, du programme scolaire. Alors, est-ce qu'au Cameroun, il y a la possibilité de faire ce genre, d'avoir un système scolaire dont les contenus seront érigés par les communautés, vu le fait que nous avons une plénitude de langues, je vais dire, nationales, donc nos langues, les langues de chez nous, il y en a près de 200. Est-ce que c'est possible? Alors, je vais dire une chose. Le bantou a presque une seule langue. Le douala a des mots qu'on rencontre chez les Bassa. Tout à fait. Et les mêmes mots, on les rencontre chez les Béti. Et les mêmes mots, c'est comme les Bamléké ont les mots qui se rencontrent. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que les gens ne comprennent pas comment se forment les langues. Vous ne pouvez pas nommer quelque chose que vous n'avez jamais vu. Et ce que vous vivez chez vous comme phénomène naturel, les cours d'eau, les arbres et tout, vous donne la possibilité d'avoir des mots que les autres n'ont pas. Hein? C'est aussi simple que bonjour de comprendre ce qui ne va pas. Alors, ça veut donc dire que une langue nationale d'un pays peut beaucoup s'enrichir. On voit des langues qui sont faciles à prononcer et qui sont faciles à apprendre, et on les enrichit avec les mots venant des autres langues, tout simplement. Et là, tout le monde se reconnaît dans cette langue. Parce que le français, c'est des langues anglo-saxonnes, hein, anglo-saxonnes qui ont formé le français, le latin, ceci et cela. Alors, résultat, c'est une langue qui a permis même que la France soit inféodée par l'immigration des pays voisins, qui hollandais, qui suisses, qui ne sais pas moi quoi, portugais, se retrouvaient en France et devenaient français. Ce n'est pas François Hollande qui va nous dire le contraire. Alors, résultat, c'est une langue qui a de multitudes de particules de langue jusqu'au mot arabe pour avoir été dominé par l'arabe à un moment donné. Alors, c'est comme ça qu'une langue s'enrichit. Même nos langues traditionnelles peuvent s'enrichir avec les mots français qu'on peut revoir, puisque nous avons le mot allemand chez les Bassa, Trossis, hein, qui veut dire une culotte, Hayan, qui veut dire le fer à repasser, un coulen, quelque chose comme ça, qui veut dire hache. Donc, plein de choses sont venues d'ailleurs, mais on les ramène à nous
comme étant des objets que nous aussi, on n'a pas trouvé la peine de trouver un autre nom à ça. Et c'est comme ça que le sucre vient de l'arabe, par le même truchement. Voilà. D'accord. Mais professeur, vous aviez dans la chronique, une fois de plus, vous revenez avec ces fameuses questions existentielles. D'où venons-nous? Qui sommes-nous? Où allons-nous? Alors, quel est le lien qu'on peut faire entre ces questions existentielles et le système scolaire qui nous intéresse particulièrement ce soir? Très bonne question. Alors, on enseigne les gens pourquoi? Parce que moi, je ne comprends pas. Parce que quand j'envoie même l'enfant à l'école, ou bien mon petit-fils, je le vois aller à l'école, je dis, hey, vraiment, nous sommes devenus les moutons. Hein. On nous trimballe à gauche, à droite. On enseigne les gens pourquoi. Nous sommes là pour vivre spirituellement. Nous, on nous enseigne pour se défendre, pour trouver un bout de pain. On a ridiculisé moi, les trucs. C'est ce qu'on nous fait croire, qu'on va à l'école parce oui, mais on va à l'école pour ça. Mais justement, même si on n'aura pas, pour qu'on ait l'argent des parents, un investissement terrible de la maternelle jusqu'à l'université, c'est des millions. De quoi garder de l'argent, donner la possibilité à l'enfant de lire, écrire, compter, parler. Ça suffit pour que tout l'argent que tu aurais dû gaspiller, tu construis une usine et l'enfant commence à employer les diplômés. Sur mon regard, Kadji qui vient de mourir là. Moi, j'ai travaillé dans les structures de Kadji avec son fils qui a presque le même âge que moi. Et moi, je travaillais, lui, il était déjà employeur. De façon qu'on arrêtait les salaires des gens tant qu'ils n'est pas payé. Alors qu'on ne le voyait pas tout le temps au boulot. Alors, donc c'est ça. Il n'avait pas besoin d'avoir tous les diplômes du monde pour pouvoir être employeur. Son père, qui n'était pas à l'école, était déjà employeur, donc lui, il était un co-employeur. Donc, si on économise de l'argent pour une école coloniale, les gens vont bien dire, me poser la question, toi tu es contre l'école et tout. Moi, je parlais d'une chose. Nous sommes africains. Qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce qu'on a eu avec cette école? Tous les gens qui passent là pour les besoins électoraux, quoi. Et pensent que le système scolaire ne tient pas debout. Il y a là-dedans même des professeurs d'université qui le disent. Alors, ne me prenez pas au mot. J'ai dit ceci. Cette école, c'est pour nous coloniser intellectuellement. Quand on y envoie l'enfant, préparez-lui une autre chose à faire à côté. Et dites-lui que ce n'est pas le diplôme qu'on t'envoie obtenir, parce qu'il y a quelque chose à faire. Là, au moins, il va faire l'école ayant un peu du recul en disant que j'assimile mes leçons, même si j'échoue à l'examen, j'ai quelque chose à faire quelque part. Parce que l'autre qui veut absolument avoir le diplôme va tricher. Donc, c'est une école qui apprend la mesquinerie, la tricherie, la jonglerie. Et d'où la base de la corruption que nous connaissons dans les pays africains. Alors, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir et on va revenir juste après pour la suite des questions. C'est toujours été une grande source d'inspiration pour moi. Et j'ai connu TED justement en regardant une vidéo de Ken Robinson. Donc parler aujourd'hui, juste après Ken Robinson, c'est pour moi un grand honneur. Alors Ken Robinson nous a dit justement dans sa présentation que pour lui, la créativité, c'était d'avoir des idées nouvelles qui apportent de la valeur ajoutée. Et Michel Coster, qui est responsable de l'entrepreneuriat à l'EM Lyon, a décrit lui-même l'entrepreneuriat comme le fait de créer des richesses à partir de l'imagination. Donc finalement, on voit que l'entrepreneuriat est une forme de créativité. Est-ce que vous pourriez lever la main si vous-même, vous avez déjà créé une entreprise ou si vous êtes en train de créer une entreprise? Oh! Ah oui, quand même. Par contre, ce n'est pas tout à fait représentatif de la proportion de personnes qui ont déjà créé au niveau national, c'est-à-dire en France. En France, la proportion d'adultes qui sont en train de créer ou qui ont déjà créé une entreprise est de 6%. C'est peu. Et ce chiffre de 6% nous classe 56e parmi les 59 pays étudiés.
C'est loin. Alors pourquoi est-on si mauvais en entrepreneuriat? Eh bien justement, le GEM qui a fait cette étude a essayé d'étudier un petit peu justement les freins de chacun des pays et les forces et les faiblesses de chacun. Et pour la France, ils ont trouvé quelque chose de vraiment particulier, de vraiment typique à la France. C'est une immense peur de l'échec. Et alors cette peur de l'échec nous vient d'où? Eh bien, elle nous vient en grande partie de notre éducation. Parce que dans notre éducation, il y a quelque chose, il y a une leçon particulière, une règle qu'on nous a apprise et qu'on nous a tellement répétée qu'elle a fini par s'ancrer au plus profond de nous-mêmes. Et cette règle, c'est qu'il est interdit de se tromper. Évidemment, il est interdit de se tromper parce que si on se trompe, c'est soit qu'on ne maîtrise pas son sujet, soit qu'on le maîtrise, mais qu'on n'a pas porté suffisamment attention. Dans tous les cas, c'est complètement inacceptable. On est tous d'accord. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord de vous expliquer comment j'en suis venue à cette petite découverte de cette particularité de l'éducation française. Et dans un deuxième temps, je voudrais vous expliquer les 4 conséquences de cette règle. Et vous comprendrez très aisément pourquoi cette règle, finalement, elle est très néfaste. Alors, comme vous l'a dit Thomas tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de vivre pendant 8 ans en Asie, avec ma famille, et notamment mon mari et mes 2 filles. Donc. Et mes 2 filles étaient toutes petites quand on est partis. Donc elles ont commencé leur scolarité directement en Asie, dans des écoles internationales. Donc en haut, vous les voyez à Shanghai avec leur uniforme de la British School. Vous les voyez ensuite avec leur uniforme de leur école hongkongaise et à droite sans uniforme dans leur école de Tokyo. Et alors, en Asie, mes filles ont toujours été très enthousiastes par rapport à l'école, par rapport à l'apprentissage, à l'enseignement. Pour elles, apprendre, ça a toujours été source de plaisir. D'ailleurs, vous les voyez ici à la maison en train de travailler pour la 2e soirée consécutive sur un projet du Cambodge qu'elles avaient décidé de créer et de partager avec leurs camarades de classe. Et puis en 2010, on nous a demandé de rentrer en France. Et en septembre 2010, pour la première fois, mes filles sont rentrées dans une école française. Et à partir de ce moment-là, petit à petit, leur enthousiasme par rapport à l'école a commencé à diminuer. Elles ont commencé à se plaindre, elles ont commencé à avoir moins envie d'aller à l'école. Elles ont même commencé à avoir peur d'aller à l'école. Elles ont même commencé à trouver que les week-ends de 2 jours, c'est un peu court. Et jusqu'au jour où ma plus grande, qui était l'année dernière âgée de 9 ans, elle est rentrée de l'école, elle s'est effondrée dans le canapé et elle m'a dit « Tu sais, maman, je suis fatiguée. » À 9 ans, si on commence à être fatiguée, c'est dommage. Elle m'a dit « Non, maman, je suis fatiguée. Je suis fatiguée d'avoir peur de me tromper. » Et en tant que maman, enfin, j'imagine pour vous ça aurait été la même chose. Ça m'a fait quand même un petit peu mal. Mais en même temps, ça m'a rappelé, effectivement, la règle qu'on m'avait moi-même transmise quand j'étais petite. Cette règle qui est si importante dans l'éducation à la française, il est interdit de se tromper. Alors, nous sommes de retour sur notre plateau. On vient en fait de voir un documentaire, il s'agit de Madame Blondel qui essaye de faire une comparaison entre l'éducation asiatique qu'elle a vécue parce que ses enfants ont fait ce système-là et l'éducation française. Et pour ça, aujourd'hui, le système scolaire camerounais est calqué totalement sur le système scolaire français. Donc, ça veut dire qu'on revient toujours avec cette pression parce qu'elle parlait tout à l'heure de son enfant qui dit elle est fatiguée de se tromper. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Alors, il ne faut jamais se tromper. Et ça, c'est la peur d'échouer à l'examen. Et c'est cette peur-là qui crée la tricherie. C'est cette peur-là qui crée le faux. Et c'est en fait une école, mais le français est le modèle du faux. Bon, c'est ce qu'on dit que la langue véhicule la culture. La culture française, c'est la démagogie, faire paniquer les gens, faire peur et tout. Alors, donc, c'est pourquoi les gens comme Louis Pasteur ont eu de la réputation dans la tricherie. Bon, c'est pourquoi tous ceux qui ont flirté avec la France et Freud et tout ce monde-là ont propulsé le monde sur le plan matériel, mais à base de mensonges. Donc, c'est une école que quand tu l'as fait, tu deviens menteur. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une école qui éduque, qui initie.
ça instruit seulement. Et ça instruit dans le sens négatif. Alors, c'est cette école-là qu'on a amenée en Afrique, et particulièrement au Cameroun. Et comment voulez-vous que les pays qui sont dans ces registres et qui n'ont pas de colonies puissent se développer? La France ne se développe pas par elle-même. Elle se développe de par le fait qu'elle a des colonies. Et c'est pour cette raison que la France ne peut pas cesser d'être un pays colon. C'est impossible. Si aujourd'hui, on essaie de se débobiner de la France, le pays qui commence à le faire le premier, soit on renverse son président, soit on met ces pays en guerre. Donc, c'est parce que ces gens-là n'ont pas la bonne école. Et nous, on ne peut pas non plus avoir la bonne école et se développer normalement si nous restons dans le programme scolaire français. Maintenant, comment faire pour que nous ayons notre programme scolaire? C'est impossible. C'est impossible. Je crois que peut-être un jour, mais pour l'heure, c'est impossible. Ce qu'on fait en France, ça se répercute en Afrique. Et ça se répercute de la bonne manière parce que lors de l'office de baccalauréat à Dakar, on a dit, bon, si j'ai la bonne mémoire, c'était Ojula, il a dit, France, enseignons les Noirs sans les former parce que n'oublions pas que l'arme que nous leur donnons aujourd'hui retournera demain, en les formant, retournera demain contre nous. Alors, résultat, nous avons quelque chose de plâtre. Bon, peut-être que le professeur agrégé de cette école m'en voudrait bien, mais je ne suis pas en train de leur enlever le pain entre les mains ou bien leur beefsteak. Je suis en train de dire des choses qu'eux-mêmes y réfléchissent. Est-ce que c'est bien comme ça? Parce que c'est aussi l'avenir de leurs enfants. Voilà. Mais professeur, quand vous dites que le système scolaire français et par ricochet, celui que nous avons au Cameroun, c'est celui-là qui instruit négativement l'homme, l'être humain. Moi, j'aimerais que vous nous donniez un peu plus d'explications. C'est sur quelle base, c'est par rapport, quel est le caractère qui fait en sorte que ce système-là soit taxé de... Alors, pour revenir à la question posée tout à l'heure, nous naissons, nous vivons, en évoluant d'étape en étape, enfants, adolescents, adultes. Notre vie tombe en déclin et nous mourons. Cette promenade, qui est rythmique et de manière cyclique, qui est évolutive, nécessite à ce que nous ayons une seule préoccupation dans la tête, d'accomplir dans les meilleures manières notre mission. Alors, notre mission nous interpelle, pas de devenir des saints, des anges ou des hommes modèles, mais de se préoccuper de notre évolution spirituelle qui devrait être initiée à l'école comme élément de base pour élever la société. À l'exemple de la société africaine telle qu'elle fut par le passé, qui était une société communautariste, il serait très difficile qu'au jour d'aujourd'hui, que l'Afrique ne se développe pas. Mais si nous entrons dans un système, comme les mauvaises habitudes sont faciles à imiter, comme les mauvais exemples sont faciles à adopter, nous perdons de nos manières, de nos bonnes manières. Parce qu'aujourd'hui, quand tu manges, ton frère vient là, tu t'en fous. Alors, qu'est-ce qui est bon dans cette école? Alors là, je me porterai en faux des petits historiens français qui racontent tout du mal de l'Afrique, jusqu'à dire, j'oublie le nom, dire que la colonisation, l'esclavage, non, surtout l'esclavage n'a rien apporté à l'Europe, particulièrement aux Anglais et aux Français, en faisant des statistiques et des chiffres. Quand tu dis ces choses-là sur YouTube et tout, sur les réseaux sociaux, mais tu te poses donc la question, et ils colonisaient donc les gens, ou bien ils pratiquaient donc l'esclavage, pourquoi? Donc ils étaient bêtes, ils mettaient les bateaux, les navires en marche, et puis ils partaient prendre les gens contre parfois de l'argent, parce qu'ils disent que c'est les chefs noirs qui vendaient leurs frères.
Bon, et ils dépensaient de l'argent à acheter ces esclaves comment? Quand bien même ils reconnaissent parce qu'un grand nombre de ces esclaves, on les piochait dans les côtes, sans avoir besoin de savoir s'il y a un chef ou pas. Alors, donc, moi je dis, le système scolaire tel qu'il est aujourd'hui, en Afrique, particulièrement au Cameroun, c'est un système à revoir à zéro, il n'y a rien de bon dedans. Tout est bon parce que tout ce qui passe, c'est la publicité. Moi, je n'ai jamais vu un médecin parler du citron, ou bien des oignons, ou du miel. Comme quoi, Dieu a bien fait en créant ces choses-là, ça peut aider. Il va te dire les antibiotiques. Bon, parce qu'il a été formaté pour que le commerce des antibiotiques passe. Il va te dire les anti-inflammatoires, les antalgiques. C'est ce qu'il va te raconter. Il va prescrire que ça. Donc, ce système-là, ça aide à quoi? Si les choses qu'on nous prescrit, qu'on nous dit qu'elles sont bonnes, nous détruisent plutôt, ou bien attaquent notre santé. Vous prenez les antalgiques, vous êtes une femme, à cause des règles douloureuses, sur 100 femmes, on te dit à partir de la notice que ibuprofène, Antadis et tous ces anti-inflammatoires vont plutôt défertiliser l'être féminin que tu es. Donc attention, si tu veux avoir un bébé, n'en prends pas. C'est écrit sur la notice. Et ces notices-là sont publiées sur Google. Même si ce n'est pas bien lu sur des notices insérées dans la boîte. Alors, ça veut donc dire quoi? Ça veut dire qu'une école, normalement, doit veiller à ce que la vie de l'être humain soit morale, au moins, morale. C'est-à-dire que l'école devrait former les gens. À l'absence de ce que l'Église n'a pu faire, l'école devrait faire ça. Nous, quand on était tout petits, on disait la morale à l'école primaire. Tout à fait. On disait la souffrance est le maître de la vie. Celui qui n'a pas souffert n'a rien appris de la vie. Et on citait, si c'est Voltaire ou Molière, je ne sais plus. Parce qu'ils ne connaissent pas mes parents, donc moi, je n'ai pas besoin de les connaître. Tout au moins, ce que j'ai lu, ça m'a intéressé. Bon, mais aujourd'hui, il n'y a plus de morale. On parlait de l'instruction civique qui est politiquement bancale. Bon, pour finir, l'école n'a plus de base. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à l'école? On investit au profit du livret scolaire qui est encensé ou bien qui est reconnu par l'UNESCO, la France, machin. Donc, on enrichit d'autres pays, on appauvrit nos pauvres parents. Pendant ce temps, les enfants ont les diplômes. Après avoir triché et tout, ils n'arrivent même pas à travailler, même quand tu lui donnes le travail. Même écrire la langue française et qu'il est censé, avec ses baccalauréats et ses licences, mieux écrire, il n'arrive pas. Ou c'est pas frousse ou quoi. Chaque jour, tu trouves les problèmes sur les rapports. Tu lui renvoies les rapports pour lui dire, regarde, débrouille-toi, pardon, à bien faire. C'est quoi ça? Ou il a embrouillé quand on va le licencier ou quoi, tu ne comprends même pas. Pourtant, on a mis tellement d'argent sur la personne en question. Alors. Mais professeur, est-ce que vous ne pensez pas que, en fait, moi je voudrais savoir si on va dans la logique d'avoir une école africaine, si je peux appeler ça ainsi, est-ce qu'avec l'école africaine, on aurait, parce que je me dis que peut-être si aujourd'hui le système scolaire actuel et le système français a pris de l'ampleur, c'est parce qu'à un moment on nous a dit tu vas à l'école, tu travailles, et il y a eu la création de certaines entreprises qui à un certain moment ne recrute que celui-là qui a eu ce fameux papier qu'on nous donne dans ces écoles qu'on appelle le diplôme. Alors, le système, l'école africaine, si je peux appeler ça ainsi, est-ce que l'école africaine nous permettrait d'avoir des entreprises, de pouvoir recruter? Est-ce que cette école pourrait, je vais dire, faire rêver en quelque sorte les enfants, la population que nous sommes? Bon, alors, si on a montré, si on a voulu prouver aux gens que c'est l'argent qui est important, tout ce qui regarde l'argent devient important. Alors, maintenant, est-ce qu'on peut vivre sans argent et mieux vivre? Ou on ne peut que mieux vivre
en ayant de l'argent. Bon, là, c'est pas... Moi, je me pose cette question avant de répondre à votre question. Bon, alors, on doit se dire que l'école, c'est pour coloniser les esprits, pour contrôler les intelligences. C'est ça le programme scolaire. Parce que ce programme scolaire-là est discuté dans des comités. Et des fois, les gens ne s'entendent même pas. Alors, une signature, par un coup de massue, une signature tombe. Le livret scolaire tombe à l'envers de ce que attendaient certaines personnes qui sont quand même des enseignants. Et ils font avec parce qu'ils ne doivent pas se faire licencier. Hein? Alors, ça veut dire qu'il y a un problème. Bon, maintenant, est-ce que c'est cette école-là dont on a besoin? Parce que quelqu'un va me dire, mais quelle que soit l'école, il y aura des disputes. Les gens vont toujours siéger pour trouver un programme scolaire. Mais il y a un programme scolaire lorsqu'on a besoin de capitaliser la compétition. Mais si on a besoin d'avoir des enfants qui veulent jouer, on les met dans un environnement de jeu. On voit comment on joue. On voit que celui-là, il sait bien animer le jeu. On lui dit, toi, tu deviens animateur. Bon, l'autre, lui, n'aime pas jouer. Quand il est assis là, il bricole les choses à même le sol et tout. On cherchait des outils comme si c'était les parpaings, une truelle et tout. On lançait ça à sa portée, on voit qu'est-ce qu'il fait. Cet enfant-là n'a pas besoin d'aller s'inscrire dans la logique de trouver du travail chez quelqu'un. Tu mangeras à la sueur de ton front. Qui mangeait à la sueur de son front partant de l'école, alors qu'il a appris à tricher à partir de l'école? Hein? Mais tous sont chrétiens. Vous tous là, vous êtes chrétiens. Votre Bible dit, vous allez manger à la sueur de votre front. Mais est-ce qu'en trichant, on mange à la sueur de front? En détournant le front, on mange à la sueur de son front? Non plus. Maintenant, dans cette société où l'école part sur la base de la vocation et des dons des enfants, ça catégorise les enfants à ce qu'ils peuvent faire. Comme dans la société, par catégorie, le tissu social se constituerait et par catégorie, il y aura un mariage entre les différents services à rendre, parce qu'il faut aller terre à terre, Tout à fait. qui peuvent être des métiers des uns et des autres. Parce que qu'est-ce que nous vivons? Nous vivons un certain troc. Ce troc peut être un travail fait pour le compte de quelqu'un, dont on peut dire qu'une prestation de service. Ce troc peut être une marchandise livrée à quelqu'un. On peut dire que le bien a été par nature et en contrepartie, on te donne quelque chose. Quelqu'un peut te dire, je ne te paye pas. Toi, tu travailles avec moi, j'assure ton logement, ta nourriture, ton gaz, ton électricité et tout. Bon, maintenant, comment tu vas faire pour avoir de l'argent? Non, je te donne les habits, je te donne la nourriture, je te donne tout. Tes enfants vont à l'école. Est-ce que tu vas te plaindre de quoi? De rien. Parce que c'est le troc. Mais quand on met l'argent au devant de la scène, ça devient une nécessité de tricher pour avoir de l'argent et d'amasser de l'argent pour mourir sans en manger. Bon, par derrière, tes enfants restent s'entretuer. On ne sait même pas là où tu as mis tes comptes. Mais on est en train de se battre pour avoir plus d'argent et que l'autre frère, que l'autre. Résultat, on a vécu inutilement. Parce que même les gens pour lesquels tu pensais investir toutes tes énergies à amasser des sous pour eux, voilà que par derrière, tous sont morts avant même qu'ils ne vieillissent. Alors. Mais professeur, est-ce que vous ne pensez pas que même avec le système, l'école africaine, moi c'est comme ça que je l'appelle, si bien entendu avec votre permission et celle de nos téléspectateurs, l'école africaine qui voudrait comme mettre l'accent sur la moralité de l'être humain, est-ce qu'on ne pensait pas que même avec ce système-là, c'est-à-dire, vous avez pris un exemple tout à l'heure, un troc où, ok, tu travailles pour moi, et moi, je te mets au petit soin, c'est-à-dire je m'occupe de tous tes besoins et autres. Est-ce qu'on pense même à ce niveau-là, quelqu'un pourra à un moment
réclamer de l'argent. Oui, Ou alors autre chose. Oui, parce qu'il doit réclamer de l'argent parce qu'il va avoir une maison qui lui est personnelle, un duplex, un immeuble, je ne sais pas moi quoi. Il veut acheter tous les terrains, même les terrains des enfants, des orphelins. Bon, ça dit, il arrive quelque part, un monsieur qui s'est accaparé des terrains, il sait bien que c'est des orphelins qui, leur père a laissé ces terrains, il vient et l'achète. Bon, donc, ça dit, ils font tout pour prendre tout de ce monde. Hein, en un trait, parce qu'il faut avoir de l'argent pour pouvoir le faire. Et c'est pour cette raison que d'autres gens font tout pour avoir de l'argent. C'est pour acheter les consciences, c'est pour corrompre, c'est pour ceci, c'est pour cela. Et là, dans le cadre de cette émission, nous disons, nous ne naissons pas pour ça. Nous ne devrons pas vivre donc pour ça. Notre mission, c'est ailleurs. Notre mission, c'est se mettre au centre de la vie comme une lumière, comme une torche qui éclaire la zone où elle se trouve, comme une ampoule. Alors, cette lumière n'est pas faite pour toi. L'ampoule n'éclaire pas la chambre pour elle-même. Elle éclaire la chambre pour d'autres. Et on peut dire aussi qu'elle profite du fait qu'en éclairant comme ça, les autres lui rendent visite du moins. Tout à fait. Elle n'est plus seule. Tout à fait. Et puis on admire sa beauté. Sa beauté. Alors, résultat, nous sommes là pour ça. Nous sommes là pour devenir les pièces maîtresses de notre communauté, de notre société, de la société humaine. Nous ne sommes pas là pour nous-mêmes, pour nos ventres, pour nos enfants, pour ceci. Parce que personne n'a jamais mis ses enfants au petit soin, ça marche. Moi, je n'ai jamais vu ça. Moi, j'ai 66 ans. J'ai connu des grands noms, des grandes personnalités argentées du Cameroun. Je revois ces familles-là aujourd'hui. Je ne les cite pas parce que je ne veux pas toucher les sensibilités des uns et des autres. Nous ne sommes pas là pour insulter les gens. Mais je vois ces familles, que ce soit à Bali, que ce soit n'importe où, c'est à Douala. Bon, que ce soit ancien aéroport, que ce soit au niveau du marché Congo, là, des grands hôtels et tout est venu, des grands hôtels de l'époque, tout est en ruine. On n'a jamais fait pour les enfants, ça donne. On vole toujours pour amener ça où? Parce que moi, je ne sais pas, quand les gens font tout ce qu'ils font, c'est pour faire quoi? Quand tu envoies ton enfant à l'école, bon, disons, il est de la diaspora, machin, mais ce n'est pas tous les gens qui vont en Europe qui sont bien. La remarque qui a été faite, c'est que les gens qui réussissent localement, c'est les mêmes gens qui peuvent réussir à l'étranger. Quelqu'un qui est incapable de réussir ici ne peut pas réussir. Même les gens qui clandestinent là, ceux qui ont fait le pouce, ils ont poussé au marché, ils ont porté les choses sur la tête, ils ont fait le vélo moteur. C'est ceux-là qui réussissent à clandestiner et se retrouver en Europe. Les autres qui étaient là comme les œufs et tout, ils tombaient dans la mer et se noient. Il ne sait jamais, c'est dans la Méditerranée, il se noie. Il n'a jamais fait des efforts, mais il va aller vivre bien quelque part, que lui-même, il est bien d'abord dans sa tête. Alors. D'accord, je crois que nous avons terminé là avec notre série de questions sur la chronique et la réflexion que nous vous avons proposée. On va vous donner des réponses aux différents messages que vous ne cessez de nous envoyer. N'oubliez pas que les numéros qui s'affichent sur le bas de votre petit écran, c'est à travers cela que vous pouvez nous envoyer vos messages auxquels nous apporterons des réponses tant bien que mal. Alors, si la technique nous le permet, on va annoncer cette partie qui vous est réservée, le SOS aux téléspectateurs. Alors, le premier message, il n'est pas signé. Professeur, doit-on revenir à notre sorcellerie primitive pour réussir? Oui, moi je préfère. Sauf qu'un sorcier primitif, dans le sens négatif, c'est un aîné, quelqu'un qui n'aime pas les gens.
Parce que haïr quelqu'un, c'est sorcier. Détester quelqu'un, c'est un état d'esprit. Puisque quelqu'un qui déteste, il va dire, je déteste telle personne parce que ses habitudes ne me plaisent pas. Alors que quelqu'un qui te hait, on lui pose la question, pourquoi tu hais la personne là? Il dit, ah non, moi, elle ne m'intéresse pas. Bon, donc la sorcellerie primitive a aussi ses dégâts. Ce n'est pas de ça qu'il est question dans cette émission. D'accord. Alors, Monsieur Albert Ndié vous salue et puis il dit qu'il s'intéresse à vous et il voudrait savoir ce que c'est que la métaphysique. Je crois qu'il vient de prendre le train en cours. Alors, il va appeler hors antenne, hein. On va peut-être parler de ça la prochaine fois, mais disons que la métaphysique, c'est la science qui est au-dessus de toutes les philosophies et de toutes les sciences. Voilà. D'accord. Donc, Monsieur Albert... Et qui nous permet d'être affranchis, d'être des hommes affranchis. C'est-à-dire quelqu'un qui est un être mortel, mais qui n'est plus le mortel des mortels, comme tous les autres mortels. Voilà. Alors, on a un téléspectateur qui voudrait savoir... bonsoir, professeur. Dites-nous, toutes vos connaissances viennent d'où? Avez-vous fait une école de mystère, si oui, africaine ou occidentale? C'est Bertrand qui nous écrit. Alors, j'ai été chrétien, protestant catholique, après. J'ai été témoin de Jéhovah. J'ai été ami de l'église évangélique de 7e jour. Je me suis islamisé. Bon, je crois que déjà ça fait 4 écoles. Alors, entre-temps, je me suis mis dans la curiosité intellectuelle qui m'a conduit à voir dans les écoles des mystères qu'est-ce qui se cache derrière. Mais donc, ces écoles-là, elles étaient d'ordre africaine ou bien occidentale? Tout confondu. Tout ce qui est apporté de la culture générale est nécessaire. Après l'école, la vraie école, c'est la culture générale. La culture générale, celui qui n'est pas de cette culture générale reste illettré. C'est comme de nos jours, celui qui ne sait rien en informatique est comme s'il n'avait jamais été à l'école. C'est la même chose lorsque tu as fini l'école et que tu ne te cultives pas. C'est que tu n'as pas fait l'école. Parce que la vraie école commence après l'école, pas pendant l'école. Parce que l'école officielle, c'est des choses préfabriquées et qui entretiennent le cerveau uniquement et qui ne te donnent pas la possibilité de savoir le déphasage qui existe ou bien l'harmonie qui existe entre le cœur et le cerveau. Parce que là, il faut aligner les deux cerveaux, le cerveau du ventre et le cerveau de la tête. Ah, d'accord. Moi, je viens de noter qu'on a le cerveau du ventre et le cerveau de la tête. Alors, bonsoir, je m'appelle Mohamed depuis Yaoundé. Chaque fois que je fais la connaissance d'une fille avec qui je veux fonder une vie durable, il s'avère toujours qu'elle soit jumelle. Et présentement, je vis avec une jumelle. J'aimerais savoir si cela est un signe ou alors c'est du simple hasard. C'est un signe, mais il faut l'étudier. Voilà, ce n'est pas du simple hasard. D'abord que le hasard n'existe pas, sinon Dieu n'existerait pas. Parce que si Dieu existe, c'est que si nous existons, c'est que nous n'existons pas par hasard. D'accord. Alors, Yves, depuis Yaoundé, voudrait savoir comment faire pour avoir un total contrôle de ses pensées de manière à maintenir uniquement celles qui sont positives et écarter les négatives. Là, c'est la loi d'attraction. On va y venir un jour. Comment garder une pensée pendant aussi longtemps que possible, donc pendant 1 minute. Parce qu'à moins d'une fraction de seconde, on a 5 millions de pensées qui traversent notre cerveau. Et quand on va cesser d'utiliser le cerveau, le cerveau de la tête, à commencer à utiliser le cerveau du ventre, là maintenant, on va quadriller nos pensées. On peut ne pas penser. C'est-à-dire on peut avoir un vide mental pendant un bon bout du temps à ne rien penser. Voilà. D'accord. Alors, on a un message malheureusement qui n'est pas signé. Suite à la réponse que vous avez donnée sur les différentes écoles que vous aviez eu à faire, votre culture générale. Alors, le téléspectateur voudrait savoir, est-ce à dire que l'école, le système français
que vous veniez vous veniez de montrer qu'il n'était pas bon, est-ce à dire que vous êtes un produit de cette école puisque vous vous êtes cultivé à travers les écoles de tout ordre et de tout genre, comme vous l'avez dit tout à l'heure? Bon, disons que vraiment, ce n'est pas très intéressant de penser que tout le monde doit faire l'école française. Encore que si on a fait l'école française comme moi et qu'on trouve que ce n'était pas la bonne école, ça veut donc dire que je ne l'ai pas bien faite. Parce que celui qui a été abruti ne réfléchit même pas sur le fait que ce qu'il faisait était bien ou pas. Il sait que c'est bien, un point trait. Alors, donc, Dieu merci que moi, je n'ai pas été abruti. D'accord. Alors, Alexis, salut grand prof, je suis tellement impressionnée par votre connaissance que j'aimerais être comme vous. Est-ce que cela est-il possible? Alors, si vous voulez être comme moi, vous devenez fou. Ah bon? Si vous devenez un fou, vous serez comme moi. C'est-à-dire quelqu'un qui peut rester avec un habit une semaine ou bien deux. Quelqu'un qui peut manger quand tout le monde a fini par dire que j'ai faim. C'est là où sa famine vient, lorsque tout le monde a mangé. Bon, quelqu'un qui peut oublier de manger parce qu'il est en train de cogiter dans sa folie. Bon, donc, bref, quelqu'un d'anormal, pour finir, pas de très normal. Et là, comme ça, vous serez comme moi, parce que les élans de folie m'habitent souvent et je me sens moi-même que je ne suis pas un peu comme les autres gens, parce qu'un fou, lui, il voit les gens et il dit que c'est eux qui sont fous. Et lui, il est normal. Mais lui est normal. Donc, moi, je suis le genre de fou qui pense qu'il est fou. C'est les autres qui sont normaux. D'accord. Alors, bonsoir, j'aimerais savoir comment ouvrir son troisième œil. On va y revenir, on va s'occuper de ça dans une émission, dans une édition spéciale. Alors, Yves, depuis Garoua, voudrait savoir, manger constamment dans les rêves, est-ce normal? Manger constamment dans les rêves, ce n'est pas normal, mais ça dépend de comment on rêve. Parce qu'il ne faut pas toujours voir des messages des rêves comme n'étant que des choses qui ne sont pas bien. Parce que si vous mangez avec une copine que vous cogitez tout le temps lorsque vous dormez, et que cette jeune fille-là, vous l'aimez tellement, mais elle ne veut même pas savoir. Et en dormant le soir, vous commencez à dire que ouais, comment je dors seul comme ça, et si elle était là. Et dans la nuit, vous êtes dans un restaurant avec elle, vous mangez, vous cogitez comme si c'était le jour. Et vous vous réveillez précipitamment en disant ah, mais le bonheur est parti. Pour finir, est-ce que ça sera vraiment un cauchemar? Bon, ça ne sera vraiment pas un cauchemar. Bon, ben, vous serez en train de vivre en fait ce que vous n'aviez pas pu oui, vivre en journée. Ou bien de vif. Tout à fait. Vous les vivrez. Donc, ça serait même un très grand plaisir de l'avoir régulièrement. C'est ça. Alors, Richard voudrait savoir comment choisir sa femme, car, dit-il, il n'a jamais aimé. Alors, choisir sa femme, c'est faire une étude d'affinité. Le nom, le prénom de la femme, votre nom, votre prénom complet et la date de naissance exacte de la femme, votre date de naissance exacte, ainsi que votre première année de rencontre. Le tour est joué, une étude bien faite. Ça vous permet de savoir si c'est votre femme là-bas ou pas, ou si c'est votre mari ou pas. Voilà. D'accord. Alors, on a Vivien qui voudrait savoir, bonsoir à vous, peut-on avoir été méchant dans une vie antérieure et être un homme bon dans une autre vie? Alors, peut-être que oui, mais peut-être que non, ça dépend. Nos vies antérieures nous suivent au cours de cette vie ici. Peut-être qu'on devient bon quand on a eu la leçon de comment, au début de la vie, on est méchant. Et on a vu ce que ça a payé. Là, on décide que le reste de sa vie, on doit changer. Là, c'est la leçon qu'on peut apprendre au cours d'une incarnation donnée, donc au cours d'une vie. Bon, professeur, nous sommes arrivés au terme de notre émission.
Nous disons merci déjà à nos téléspectateurs pour les messages qu'ils nous ont envoyés. Un dernier mot, professeur? Alors, le dernier mot, c'est qu'on poursuit notre balade, comme tu as l'habitude de dire. On va poursuivre notre balade toujours dans le cadre de la société importée, la sorcellerie importée. Et on va revenir à la deuxième partie, religion, système scolaire et politique, mardi prochain. Je crois qu'avec la bénédiction de téléspectateurs, cadres de l'enseignement et tout, on pourra bien être accompagné mardi prochain. C'est un SOS qu'on lance à l'intention de ceux qui aimeraient bien venir échanger avec nous sur cette antenne. D'accord. Ils seront les bienvenus. D'accord, disons que c'est depuis mardi passé que ce SOS est lancé et nous espérons qu'il n'est pas tombé dans les oreilles des sourds. Nous espérons que mardi prochain, nous pourrons être accompagnés d'une personne, notamment quelqu'un du corps enseignant, pour pouvoir discuter avec nous et bien sûr avec vous qui nous regardez depuis vos domiciles. Merci de nous avoir suivis, merci de nous avoir prêté votre attention. Donnons-nous rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h sur votre chaîne Canal 2. D'ici là, je vous souhaite de passer une excellente soirée et une très bonne journée qui a commencé depuis quelques minutes. Bonsoir à vous.